Hello, hello! Aujourd'hui, on va parler de famille, d'adoption et de retrouvailles, de racines, de toutes ces choses-là qui sont liées à l'histoire d'une vie. Alors là, il y a une photo de mes parents adoptifs et moi. Et là-haut, c'est une photo de mon père adoptif et moi. Et puis la première photo que mes parents ont eue, là, ici, quand j'avais 5 ans. Donc, j'ai été adoptée à l'âge de 5 ans. Je suis née au Vietnam, dans une famille qui vit encore. Euh, avec donc un papa, une maman, une grand-mère, deux grandes sœurs et un petit frère. Mes parents adoptifs, ils pouvaient pas avoir d'enfants et donc ils ont décidé de m'adopter. Mais comme ils avaient 20 ans d'écart, ils pouvaient adopter qu'une enfant qui avait 5 ans, voilà, ou 6 ans. Et donc moi je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans, c'était en décembre 98. Et mes parents adoptifs avaient décidé de rencontrer mes parents biologiques pour pouvoir créer une certaine connexion, passation. Et donc, ils étaient venus au Vietnam 2 fois en novembre, justement pour pouvoir me rencontrer, pour pouvoir parler à ma mère, à mon père et passer des moments ensemble. Et ça a permis, on va dire, de créer du lien et de les quitter en douceur. Mais mes parents, en fait, ils m'ont eu donc tardivement. Ma mère, elle avait 45 ans à l'époque et mon père 65. On avait 60 ans d'écart avec mon père et 40 ans d'écart avec ma mère. Et pendant les premières années, j'ai eu des lettres que ma famille biologique m'a envoyées. Une lettre par an qui était écrite en vietnamien, donc on a dû les faire traduire. Et dedans, elle m'a expliqué toute mon histoire. Elle a expliqué que, eh bien, c'était pas par un manque d'amour qu'ils m'ont abandonnée. Ils m'ont en fait confiée à une famille aimante et qui avait les moyens de me donner la vie qu'ils ne pouvaient pas m'offrir. Et donc c'était pour eux un acte d'amour et que si elle avait pu le faire autrement, elle l'aurait fait autrement. Ma mère biologique, elle a eu donc 4 enfants, dont entre ma grande sœur et moi, enfin une de mes sœurs et moi, elle a fait 8 fausses couches. Et là-bas, au Vietnam, à l'époque, il y avait encore une politique de 2 enfants maximum par famille. Et donc, mes parents biologiques s'étaient officiellement séparés pour avoir chacun 2 enfants. Et officieusement, ils étaient toujours ensemble. Euh, Ils s'attendaient pas à avoir mon petit frère après. Donc, je sais que mes parents adoptifs voulaient adopter une fratrie. Et ils auraient bien voulu adopter mon petit frère. Mais bon, un petit garçon, c'est quand même mieux qu'une petite fille. Et donc, le petit garçon, ils l'ont gardé. J'ai grandi donc en recevant ces lettres, en sachant que j'ai été aimée des deux côtés de l'océan. Et, et un jour, les lettres, elles ont arrêté d'être envoyées parce que on a déménagé. En fait, en France, je suis arrivée dans un petit patelin et après, on a décidé de déménager parce que c'était plus simple. Et donc, on recevait plus de lettres. Et un jour, les nouveaux propriétaires de l'ancienne maison ont ramené la lettre à ma maman qui était dentiste dans la ville. Et donc, elle m'a ramené la lettre. C'était une lettre de 2004, quelque chose comme ça. C'est la dernière lettre que j'ai reçue. Que j'ai fait traduire aussi. Mais c'était pas évident de les faire traduire parce que c'est un vietnamien un peu parlé. Donc c'est comme si c'était bourré de fautes d'orthographe en fait en français. Et de syntaxe et de grammaire. Et donc je me suis dit, bah, c'est comme ça. J'ai jamais cherché à savoir d'où je venais ou à qui je ressemblais parce qu'en fait j'avais déjà des photos. En fait,
Mes parents adoptifs ont fait beaucoup de photos quand on a rencontré mes parents biologiques et donc j'avais des photos de mes parents. Je savais je sais à qui je ressemble, à ma mère et à mon père. Donc j'avais aucun problème là-dessus. Le seul regret que j'avais quand j'étais petite, c'est de ne pas avoir connu mon petit frère et de ne pas savoir à quoi il ressemblait. C'était la seule chose. Mais sinon, tout le reste, aucun problème. Mes sœurs, je savais, j'avais encore en tête leurs prénoms, les jeux qu'on faisait dans les arbres, le temps qu'on a passé ensemble en fait en famille. Et ouais, on avait un bol de riz pour 3 jours. Donc pour 3 personnes. Et on avait une toute petite maison. C'était un espèce d'abri. L'abri à cochon était plus grand que là où on dormait. Et on avait un vaste champ devant chez nous où il y avait des ananas et des arbres à litchi. Et j'ai ça en souvenir. Et les moments passés avec mes sœurs, même en forêt, à essayer de se frayer un chemin parmi les orties, les grandes plantations. Je sais que ma sœur, elle avait une faucille et puis à un moment donné, elle a donné un grand coup sans faire attention. Et du coup, depuis, j'ai une cicatrice à la joue. Ça se voit pas trop là, mais généralement, tout le monde me demande alors, pourquoi t'as une cicatrice sur le visage? C'est ma soeur quand elle était petite, elle a fait ça, c'était en forêt. Voilà. Donc, un petit souvenir. Et je me rappelle aussi d'événements juste avant de venir en France. On avait fait une soirée entre voisins. Et il y avait la marmite de nourriture à cochon qui était au milieu de la pièce. Qui cuisait au-dessus d'un tas de bois, au-dessus des braises en fait. Et quand je suis passée à côté de la marmite, en fait, la nourriture à cochon m'a éclaboussée en fait. Et du coup, j'ai des éclaboussures sur le corps et sur le pied et en dessous du pied qui font que j'ai un souvenir de mon enfance là-bas. Ça fait très très mal. Elle s'est brûlée entièrement. Et donc il y a une grande cicatrice parce qu'avec l'âge, ça s'étire. Et donc en 2015, j'ai décidé de leur envoyer une lettre en français. Je me suis dit, ils vont bien trouver des touristes ou des personnes pour traduire la lettre ou la recevoir. Et au final, je sais pas, j'ai essayé de recopier l'adresse. Je l'ai donnée à des amis qui partaient au Vietnam et ils ont essayé de la déposer la plus proche possible de chez moi vers Sapa. Et en fait, moi je suis à Bac Giang, Lang Gang, et ça a changé de nom maintenant, c'est plus Bac Giang, c'est Bac Ninh. Ils ont fusionné 2 provinces. C'est à 90 km au nord-est de Hanoï. Et ils n'ont jamais reçu ma lettre en fait. Je leur ai expliqué que j'avais fait des études d'archi, que je les pardonnais de m'avoir confiée à une famille française et que si un jour ils avaient envie qu'on se voit, il n'y avait pas de problème. Enfin, j'ai jamais cherché à les revoir en fait. Donc ça n'a jamais posé de problème pour moi. J'ai grandi, je savais d'où je venais, je connaissais mes racines. Et puis un beau jour, en 2022, j'ai reçu un message sur Instagram et plein de messages aussi sur Facebook de plein de gens, des inconnus qui disaient oui, il y a votre famille qui essaie de vous contacter. Je dis, c'est quoi le problème? Je me suis dit au départ, c'est une arnaque, c'est pas possible, ils veulent de l'argent. Et puis au final, je vais sur les comptes Facebook qui m'envoient et puis je reconnais ma mère forcément. Elle a pas changé de tête. Et puis mon frère, et puis mes sœurs. Et puis on s'organise une visio en rentrant du boulot avec aussi ma mère adoptive qui était là au fait aussi. Et donc c'était par circonstance. On a organisé une visio. Il y avait une personne aussi traductrice qui était là et qui nous a fait voilà, la petite traduction français-vietnamien et qui nous a permis de se voir. Donc c'était assez particulier parce qu'en fait je m'attendais pas à les retrouver. Je ne savais pas qu'ils cherchaient à me revoir. Ils m'ont montré des photos de moi quand j'étais petite. En fait, ils ont un petit hôtel chez eux où ils ont mis toutes les photos, y compris les miennes et les photos que je leur avais envoyées aussi. Et donc je pensais pas qu'ils avaient gardé un souvenir de moi. Ils se disent bah non, mais pour nous tu restes notre fille, tu restes notre sœur et donc pour nous tu continues à vivre dans notre mémoire et au quotidien parce que voilà il y a les photos et donc je leur dis bah c'est cool et tout.
Et ils ont vite demandé, enfin ils m'ont vite dit en aparté, on peut se refaire d'autres visios, mais sans la traductrice parce qu'on a peur qu'elle traduise mal ce qu'on dit. Donc j'utilisais Google Trad, donc j'utilisais Google Trad quand je leur parle. Et ils m'ont dit, oui, on veut pas que la traductrice te demande de l'argent. Nous, on te contacte, c'est pas du tout pour ça. On te contacte juste pour savoir où tu en es de ta vie, pour pouvoir, voilà, savoir à quoi tu ressembles. Et c'est marrant parce que je ressemble comme deux gouttes d'eau à ma mère et à mon père et à mon frère. Un petit peu moins aux sœurs parce elles ont fait quelques, comment dire, opérations pour la dentition, pour redresser les dents. Elles mettent de la colle pour pouvoir avoir un œil un peu plus européen. Voilà, mais sinon, oui, mon père, ma mère et mon frère, on se ressemble énormément et ça fait bizarre en fait parce que quand j'ai grandi ici en France, j'avais pas de modèle. En fait, j'avais personne sur qui me projeter, m'identifier. Mes parents, mon père, il était type caucasien, blanc, né ici, enfin en Auvergne. Ma mère, franco-italienne, d'une mère française et d'un père italien. J'avais pas de modèle. Et puis à l'école, on avait très peu de diversité. J'étais dans il y avait peu de diversité. Il y avait un de mes camarades de classe qui était franco-sénégalais et les autres étaient tout blancs, quoi. Enfin, j'avais pas d'autres personnes d'origine asiatique, enfin au début. Un peu plus vers le lycée, il y avait une camarade de classe qui était sino-vietnamienne. Mais sinon, j'ai croisé très peu d'Asiatiques en fait. Et je sais que on avait essayé de trouver une diaspora vietnamienne à l'époque pour essayer de maintenir la langue, sauf qu'au tout début, j'étais à Jarza, et donc du coup, il n'y avait pas de diaspora vietnamienne, c'était une diaspora portugaise. Et même pour m'inscrire à l'école, ça a été très compliqué. On a dit à ma mère, ah non mais on n'a personne, on peut pas accueillir votre fille dans notre école, il va falloir la mettre dans une école spécialisée ou j'en sais rien, mais pas ici, et il aurait été mieux qu'elle soit portugaise. Je dis, bah non. Donc ma mère elle m'a inscrite dans une institution privée à Clermont et qui a accepté que je prenne l'école en cours de route parce que comme j'étais arrivée en décembre 98, et bien j'étais à l'école en janvier 99. Et donc, de janvier à juin, en fait, j'ai rattrapé tout le programme de toute la primaire parce que je suis arrivée en grande section directement et donc il a fallu m'apprendre absolument tout. Les autres savaient déjà parler, hein, ils savaient écrire leur prénom au moins. Et moi, que dalle. Donc, ça a été. J'ai pendant longtemps été assise au fond de la classe. Je me mêlais pas aux enfants, j'écoutais. Et puis, en mai, je crois que c'est ça, vers mai-juin, là j'ai commencé à vouloir me mêler à la classe et à faire des activités. Je me souviens, ma maîtresse avait dit à mes parents Fleur, elle s'est levée, elle parle. Elle a demandé, je me souviens très bien parce qu'on avait un cheval à dessiner dans une prairie et je me souviens que je m'étais levée pour en faire un, enfin pour au moins faire la queue du cheval avec le museau et les oreilles du cheval. C'est la seule chose que j'avais faite. Voilà. Et après, pendant l'été, ben, on a rattrapé en fait le temps perdu avec mes parents pendant les vacances, à refaire tout le programme de l'année. Et puis en CP, on m'a autorisé à rentrer en... Bon, on m'a autorisé à rentrer en CP, pardon. Et j'ai rattrapé tout mon retard. Donc j'avais des bonnes notes, je m'exprimais correctement, je savais écrire et lire. Donc ça, c'était top. Et puis après, j'ai fait toute ma scolarité normale jusqu'au bac. Et donc je me dis... j'ai plutôt bien réussi ma vie. J'avais peur de... J'avais peur que, en écoutant un peu aussi les reportages que je pouvais avoir, d'avoir une perte enfin, d'identité, de ne pas savoir qui j'étais. J'avais peur d'être comme tous ces enfants qui recherchent absolument leur famille. Et en fait, pas du tout. Comme quand j'étais petite, en fait, comme mes parents adoptifs avaient fait cette démarche de les rencontrer, mes parents, en fait, ça a été très simple. En fait, j'ai eu un carnet. Ma mère, elle a fait un carnet de vie que lui avait conseillé la psy pour enfants. Elle a fait un grand carnet où dedans, elle a écrit toute mon histoire.
la démarche de pourquoi elle m'a adoptée et tous les moments, tous les souvenirs dont elle a relaté en fait les faits pour que je me souvienne de mon enfance. Sauf qu'en fait, je pense que c'est lié à la rupture brutale entre le Vietnam et la France, le fait d'être télétransporté, d'être emmené comme ça. En fait, j'ai développé une sorte d'hypermnésie. En fait, à partir du moment où j'ai été adoptée, je me suis souvenue de tout jusqu'à maintenant. Comme si j'avais envie de ne rien oublier. Comme si je ressentais le besoin de tout garder en mémoire, de tout répertorier, de me souvenir de tout ouais, pour ne absolument rien oublier, de ne pas les oublier eux, qui ne m'oublient pas en fait. Je pense que c'était ça. Et, euh, et je me rendais pas compte de ce besoin-là jusqu'au moment où ils m'ont retrouvée. En fait, quand ils m'ont retrouvée et qu'on a discuté et qu'on a échangé et que on a continué à faire des visios après une fois tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois, en fait, je me suis rendu compte que c'était important. Je me suis rendu compte que c'était comme une boucle qui se refermait. Et je comprends maintenant, aujourd'hui, les personnes qui ressentent ce besoin de rencontrer leur famille, de savoir ne serait-ce les prénoms, les noms, leur histoire, pourquoi on les a laissés, voilà, ces choses-là. Parce que quand on ne sait pas, euh, on est en quête perpétuelle de connaissances. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai été adoptée, ma mère a une amie qui a aussi adopté en même temps au Vietnam, enfin venait d'adopter un an avant une petite fille, mais à la naissance en fait. Et cet enfant-là, euh, elle a 6 ans de moins que moi. Et elle a demandé à retourner au Vietnam pour aller au plus près de là où elle est née. Elle est même allée à l'orphelinat et en fait, elle a absolument rien trouvé. Et donc, ça a été très difficile de revenir sans rien, sans information. Euh, j'ai une collègue de boulot qui a une amie qui est vietnamienne et qui, elle, était en quête de ses parents, de sa famille, et qui est partie au Vietnam pendant 6 mois pour travailler et puis pour aussi essayer de retrouver sa famille. Elle n'a pas retrouvé sa famille, mais elle a retrouvé en fait des personnes qui ont côtoyé sa famille, qui avaient des informations. Et par contre, elle est revenue un peu plus pas sereine du tout. Elle avait de la colère en elle. Elle avait de la colère parce que une sorte de parce qu'elle n'a pas encore accepté et les choses et que elle rejette complètement sa famille adoptive. Euh, et parce qu'elle n'a pas encore fait le chemin intérieur de deuil de sa famille passée, de son histoire. Et donc, c'est vrai que pour faire le deuil d'une histoire, il faut l'avoir complètement. Et moi, j'ai pu le faire parce que j'avais tout, j'avais toutes les informations qu'il me fallait. Et avec du recul, c'est vrai que si je les avais pas eu, ces informations-là, je pense que j'aurais eu ce besoin d'y aller. Et aujourd'hui, ma famille biologique me dit viens quand tu veux, c'est important. Tant qu'on est encore vivant, de se voir, de se parler. Je dis bah les visios c'est déjà très bien. Je suis pas encore prête à les voir en réel parce que ça soit financièrement parlant ou mentalement, je suis pas prête. J'ai pas encore, c'est pas encore ma priorité de mettre de l'argent de côté pour acheter un billet d'avion et sauter dans le premier avion et y aller. Mais, euh, mais c'est en bonne voie, c'est-à-dire que maintenant je me dis un jour j'irai au Vietnam, j'irai visiter mon pays, mes racines, parce que c'est important, et, euh, et les voir. Euh, Mais après, ce qui est drôle, c'est que mon prénom d'origine, c'est Tiang. Ça veut dire délicatesse. Et mes parents adoptifs, pour que je sois pas intégrée, assimilée, du coup, à la France. À l'époque, c'était encore un peu compliqué dans le niveau prénom. Donc, ils se sont dit, pour pas que j'ai trop de problèmes à l'école, que je subisse pas de harcèlement, ils ont modifié mon prénom. Donc, je m'appelle Fleur maintenant. Et je les en remercie parce qu'en fait, même en m'appelant Fleur, ma scolarité a été certes facile au niveau de l'apprentissage, mais très compliqué au niveau social. J'avais des amis, il n'y avait pas de problème, mais par contre, je subissais quand même
des discriminations, du racisme. Et c'était horrible. Il n'y a pas un seul jour, jusqu'à encore il y a 2 ans, où on m'a pas dit bonjour, hey salut bol de riz, face de citron jaune pressé, ou ça va, tu vois quelque chose avec tes yeux? Ouais, ça a été très très difficile pour moi de supporter ça. En fait, j'encaissais, mais j'encaissais tellement que des fois, il suffisait qu'on me sorte un truc et je me mettais à pleurer parce qu'en fait, c'était trop dur. Dès que je sortais des cours et que je traversais la cour et je voyais à côté de moi des personnes assises et qui me criaient bonjour, bonjour, qu'est-ce qu'elle a la chinoise? Et en fait, je crois que ça m'a tellement traumatisée d'entendre tout le temps ça tous les jours qu'en fait j'avais une sorte de déni. Des fois, je me rendais même plus compte que j'étais asiatique. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais comme j'ai grandi dans une famille de blancs, euh, des fois j'avais l'impression d'être blanche. J'oubliais que j'étais jaune en fait. Et à chaque fois qu'on me disait hey, bol de riz, à chaque fois je me dis mais pourquoi il m'appelle bol de riz? Et je me dis ah oui, c'est vrai, je suis vietnamienne. C'est vrai, je suis jaune. Et ça a été très très dur, ouais. Jus- Au point que même pour mes demandes de stage, on a quand même été demandé c'est quoi vos origines? Enfin, vos origines anciennes. Vous comptez retourner dans votre pays d'origine ou vous voulez rester en France? Pardon? Et je me rappelle, il y a même un gars, enfin, un patron qui m'a dit oui, parce que vous savez, moi, enfin, je vous dis ça, mais moi, ma fille, elle est comme vous, elle est sri-lankaise. Je fais Sri Lanka, Vietnam, ok, c'est l'Asie, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est comme si j'essayais de vous comparer un anglais avec un espagnol. Donc non, c'est pas possible. Voilà, ça a été très dur. Donc j'ai appris au fur et à mesure à mieux accepter ça. Mais je vous avoue qu'au début, c'était une souffrance. Et puis maintenant, j'ai appris à surmonter ça et même à répondre. Je me rappelle, j'étais allée du côté de Marseille et puis j'ai croisé des paysagistes qui étaient en train de faire des espaces verts là et qui me regardent et qui fait bonjour. Je la regarde, je fais pardon. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? On est en France, vous dites bonjour avec avec un accent normal au lieu de m'imiter, s'il vous plaît. Et ils m'ont dit non, non, mais c'est avec l'accent marseillais. Je dis pardon, l'accent marseillais et l'accent asiatique, c'est pas du tout la même chose. Donc ils se sont excusés. Mais maintenant, c'est bon, j'ai de la répartie. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu compliqué. Et au-delà de ça, c'est vrai que j'ai eu aussi, outre la discrimination, enfin pas le racisme, ordinaire, le fait que mes parents étaient âgés. Et donc mes parents surtout avaient 20 ans d'écart. Et donc ça aussi c'était quelque chose parce que quand j'allais à l'école ou quand on venait me chercher récupérer, que ce soit pendant les activités extrascolaires ou scolaires, ah il y a Fleur, il y a ton papy qui est arrivé. Et donc je sais, c'est pas mon papy, c'est mon papa. Voilà. Donc, mais ça c'est pareil, enfin, j'avais l'occasion d'en parler pendant un reportage grand format au 20h de France 2 où ça s'appelait Parents tardifs, parents plus vieux, parents heureux. Et c'est vrai que je ne regrette absolument pas que mon père, là, soit plus vieux, et était plus vieux parce qu'il m'a appris tellement de choses, tellement d'expériences, il me racontait tellement de son histoire. J'adorais quand il venait me border le soir, parce que je lui demandais tout le temps une anecdote de la guerre, une anecdote de quand il était petit. Et j'ai ça en mémoire. Maintenant qu'il est plus là, ça fait 10 ans, bientôt 10 ans, ouais, presque quasiment 10 ans, donc, du coup, qu'il est décédé. Et, euh, et tous les jours, je me, je me rends compte de la chance que j'ai eue, que mon père ait été aussi présent pour moi, parce que quand je suis arrivée, il s'est mis en pré-retraite puis en retraite, et il m'emmenait partout. Il faisait le taxi, il m'emmenait à mes activités, il m'attendait aussi sur place, il emmenait un bouquin. Genre quand il m'emmenait à la piscine avec mes amis, il venait avec un bouquin, et il était à la fenêtre de l'accueil, et puis il nous surveillait de loin, et dès qu'on avait fini nos activités, et ben il nous récupérait. Et je trouve ça extraordinaire parce que il avait une patience incroyable.
Quand je venais le voir dans le salon qu'il était en train de lire, je dis papa, regarde-moi danser. Je mettais la musique et je regardais pour pouvoir danser. Et du coup, pas une seule fois il a soufflé. Pas une seule fois. Il était tellement heureux. En fait, il a pris son bouquin. Il prenait son bouquin. Il avait son bouquin dans les mains. Il me regardait. Oui, ma chérie, pas de problème. Il fermait le bouquin, il le posait sur le côté et il me regardait danser. Et il était attentif. Pas une seule fois, il s'est dit ah non, mais c'est bon, ça suffit, ça fait déjà 1 heure que tu danses, j'ai envie de regarder la télé ou d'ouvrir le bouquin, de continuer à lire. Non, pas une seule fois. En fait, il a toujours été très présent pour chaque instant parce que ma mère lui avait dit lui avait dit il faut absolument que tu profites de notre fille et le temps passe tellement vite qu'il faut que voilà, tu en profites pleinement. Et je me rappelle voilà, que tous les moments passés avec étaient super. On a fait des dîners aussi en tête à tête avec mon papa. Quand ma mère en fait elle était au travail et qu'elle finissait tard, parfois on allait manger tous les deux, ou il me préparait à manger. C'était incroyable. Jusqu'au jour où il est devenu malade et où il a fallu que je m'en occupe, enfin qu'on s'en occupe avec ma mère. Et j'ai perdu mon rôle d'enfant et je suis passée dans le rôle d'aidant. Et, mais je regrette pas parce que c'était une manière de le remercier de tout le temps qu'il avait passé avec moi. Et je l'avais expliqué en podcast, j'avais fait un épisode là-dessus où quand j'ai été donc en première année de master, tous les jours, je sortais de l'école d'archi et j'avais le choix entre rentrer et passer le voir. Tous les soirs, je suis sortie de l'école et je suis allée le voir pour 18 h, pour l'heure du repas, pour lui donner à manger, pour l'aider à manger. Et ensuite, dès qu'il avait fini le repas à la maison de retraite, je le remontais en fait dans sa chambre. Je lui disais bonne nuit et je partais. Parce qu'en fait, ma mère, elle finissait tard le soir et donc elle allait voir mon père après moi. Donc, tous les jours, pendant 1 an, je suis allée le voir et, et j'ai passé un peu de temps avec lui. Et ensuite, je rentrais chez moi et je faisais mes travaux, d'archi, mes maquettes. Ça m'a permis de faire le deuil progressivement. Parce qu'en 1 an, il est parti et en fait, l'année de mes 22 ans, mon père en fait est rentré à la maison de retraite en fait en mai-juin 2015 pour un problème d'embolie. Et ensuite, ils l'ont placé en EHPAD. Et il l'avait mis en fauteuil à un moment donné parce qu'il avait du mal à marcher. Et à l'époque, en 2015, j'avais décidé avec mon ex-compagnon de se marier. Et donc mon père, il a dit Fleur, pour ton mariage, j'aimerais t'emmener à l'hôtel parce que c'est trop important. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me suis mariée, parce que je me suis dit, c'est le souvenir que je veux garder en tête qui m'emmène à l'hôtel. Et mon père s'est même souvenu. Il a dit je suis en fauteuil roulant là, mais je vais remarcher. Je vais remarcher pour toi parce qu'il y a 14 marches. Il y a 14 marches pour t'emmener à l'hôtel de la mairie, enfin la mairie, et je veux pas prendre l'ascenseur. Euh, et je trouvais ça tellement beau. Et du coup, tous les jours, on l'a fait marcher. Tous les jours, on a essayé de le faire marcher pour qu'il se remuscle. Et donc, j'ai choisi le 10 octobre 2015, 10h15 pour me marier. On allait chercher mon père à la mairie. Il a mis son costume. Et on est monté en dernier, tous les deux. On a monté ces marches. Les 14 premières marches, puis les autres marches, parce qu'en fait, il y avait bien 14 marches pour monter jusqu'au cloître, mais il y avait encore d'autres marches pour aller jusqu'à la salle des mariages. On a fait des photos. Et c'était incroyable, parce que au moment de l'échange des alliances, mon papa, il a dit à mon ex-mari, il lui a dit t'as intérêt à t'occuper de ma fille, t'as intérêt de prendre soin d'elle parce que je te la confie. Et ça reste le meilleur souvenir que j'ai eu et je regrette absolument pas de m'être mariée pour qu'il soit là.
parce que je rêvais d'un mariage aussi à l'église où ils puissent m'emmener. Bon, on l'a pas fait, mais c'était incroyable. Et je l'ai fait en 2 temps en plus, ce mariage, parce que je l'ai fait aussi en décembre. Donc ça, c'était à la mairie en octobre. Mais j'avais fait le repas de mariage en soirée au restaurant chez une amie à l'époque en décembre. Et en décembre, je me rappelle que c'était pas possible d'emmener mon père parce que ça faisait trop tard. Parce que l'EHPAD fermait le soir et qu'on pouvait pas sortir les patients. Et donc mon père, il me tannait parce qu'il disait oui, bah, je vais être là au repas, quand est-ce que c'est quand la date? Et on était obligé de lui mentir, on lui a dit non, non, c'est pas maintenant, t'inquiète. On lui a menti, on lui a pas dit, parce qu'il aurait été tellement déçu de ne pas faire partie de ce repas. Mais en tout cas, je suis très contente parce qu'au final, j'ai fêté mes 22 ans à ses bras. Et après, il est retombé, euh, il est retombé dans son fauteuil jusque- jusqu'au 1er juillet 2016 où il est décédé. Mais au moins, j'ai gardé en souvenir un très très bon moment. Euh, la démence frontotemporale, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de l'Alzheimer, mais on ne parle pas de la DFT. La démence frontotemporale, c'est terrible parce que la personne est consciente de sa perte d'autonomie. Elle est consciente de, des souvenirs qui s'effacent. Elle est consciente de tout ce qui lui arrive en fait. Elle a des accès d'irritation, un peu de violence, de verbal, de désinhibition. Et donc, ça c'est mon chien qui fait du bruit, c'est un shih tzu, il a le nez écrasé, donc bref. Euh, et ça a été très difficile l'année de départ de mon papa, parce que c'était ma première année de master et qu'il fallait tenir bon. J'avais mon mémoire à écrire, à commencer à écrire, faire des recherches, des choses comme ça. Enfin bref, je savais pas si j'allais y arriver, parce que l'année d'avant, je venais déjà de perdre mon grand-père. Mon grand-père a été mon modèle. Il a fait la guerre. euh, il était italien, mais il a fait la guerre du côté de la résistance, du côté des Américains, pour libérer son pays de l'influence de Mussolini à l'époque. Et c'est terrible parce que quand il est revenu, en fait, avec son uniforme américain, voir sa famille, sa famille l'a rejeté en lui disant t'es pas patriote. Il a dit si, je suis patriote, j'étais résistant. Il voulait plus de lui. Alors, il a fui le fascisme, il a fui le pays, et puis il est venu s'installer ici en France. Il voulait aller à Dijon, et comme il savait pas très bien lire, il a confondu Dijon avec Digoin. Donc du coup, il s'est installé à Digoin. Il a rencontré ma grand-mère. Il s'est installé là-bas. Il a eu 2 enfants. Je trouve ça incroyable comme histoire. Et mon grand-père, ouais, c'est mon modèle. Et je l'ai perdu. Je l'ai perdu en licence. Ça a été compliqué aussi. Et suite à ce deuil-là, faire un autre deuil, celui de mon père, ça a été compliqué. Et pour une personne qui a été adoptée, c'est un sentiment d'abandon qui renaît 2 fois. Ça a été terrible, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo, je parlerai de mes études, mais ma deuxième année de master, j'ai eu un PFE, c'est le projet de fin d'études. Et je me rappelle de mon prof qui m'avait dit Fleur, ton projet de fin d'études, c'est un processus de deuil. Ton projet, je veux pas le regarder parce on avait des plans à lui présenter, à lui montrer pour qu'il nous fasse des retours sur ce qu'on avait produit. Et je me rappelle que ce prof-là, il m'avait dit non mais Fleur, je veux pas voir ton travail en fait. Ton travail, j'en ai à faire, je suis sûre que c'est très bien. Je suis sûre que c'est très bien, t'as pas besoin de moi. Par contre, on peut parler d'autre chose si tu veux. Et là, il commence à me parler du décès de sa belle-mère, de la mère de sa femme. Et c'était incroyable. Parce que du coup, il s'est dévoilé à moi, il m'a dit... il m'a parlé voilà, de choses très privées. Et après, je lui ai dit, bah oui, moi en fait, mon père est décédé l'an dernier, mon grand-père il y a 2 ans.
je sais pas. Je suis un peu perdue, je sais pas où j'en suis dans mes études. Là, j'ai à la fois envie de tout plaquer et en même temps envie de réussir. Et c'est là où il m'a dit, oui, ton PFE, c'est un processus de deuil et tant que tu l'auras pas fait, ce sera pas un super projet. Et l'échange qu'on a eu a été incroyable. Parce qu'il avait tout compris. Il avait compris que je pouvais pas avancer et mettre fin à mes études si j'arrivais pas à faire le deuil des figures paternelles que j'avais. Et suite à ça, j'ai eu le S10, où j'ai eu 16,25. Je suis trop contente. J'avais eu la meilleure note de mon groupe avant le PFE. Donc pas le PFE, hein, mais la semaine d'avant. Et j'étais trop contente parce que je me dis c'est bon, j'ai réussi à faire le deuil. Et, et ce qui est fou, c'est qu'en fait, pour mon PFE après, il y avait un jury. Donc c'est pas le jury que j'ai eu, hein, mais il y avait une prof dedans qui était dans un des jurys. Et il a fallu absolument que je lui dise. Je l'ai arrêté juste avant. En fait, on devait rentrer pour écouter un rendu. Et je l'ai arrêté juste avant en lui disant, je lui ai pris 2 minutes, je lui ai dit, excusez-moi, il faut absolument que je vous dise. Vous savez, en première année, mon tout premier projet d'archi, c'était un centre de recueil euh, en haut du Puy de Crouël à Clermont, donc juste en haut du crématorium, pour que les personnes qui ont perdu un proche puissent se recueillir en toute... il y a le téléphone qui sonne. En toute quiétude. Et, euh, et donc je lui ai dit merci beaucoup, merci à vous, parce qu'en fait c'est une boucle qui se ferme. Je crois que vous vous rendez pas compte, mais sur la colline, il y avait un arbre sur la montagne, et j'avais fait un projet tout autour de cet arbre. Et je lui ai dit, c'est le premier projet que j'ai eu avec vous. Et là, mon père est décédé, et la boucle est bouclée en fait. Euh, Mon père est décédé et on l'a mis au jardin du souvenir au crématorium et ça donne sur cette colline en fait. Je sais pas, en fait c'est vraiment la boucle est bouclée et je vais raconter. Et elle en avait les larmes aux yeux, elle m'a pris dans les bras, on s'est fait un câlin et je lui ai dit merci. Merci pour tout parce qu'en fait ce premier projet que j'ai eu, je l'ai porté jusqu'à la fin en fait. Je l'avais en moi jusqu'à la fin et c'était incroyable. Et voilà, j'ai réussi à mettre une fin là-dessus, un point final. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si vous êtes dans une démarche de recherche de votre famille biologique, faites-le. Ne vous privez pas de ça. Et qu'importe ce que vous disent vos proches, vos amis, foncez-y parce que foncez. Faites-le. Faites cette démarche-là parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes à 100%, de, de connaître vos origines, de savoir à qui vous ressemblez, de faire le point pour savoir où vous en êtes dans votre vie. Parce que si vous êtes comme un vase cassé en 1000 morceaux et que par exemple, vous voulez fonder une famille, comment vous pouvez en fait transmettre sans avoir un bout du puzzle, sans les puzzles manquants en fait. Et tant pis si vous trouvez pas forcément toutes les infos que vous voulez, mais au moins cette quête-là, elle peut vous aider à, à mieux vous comprendre, à ne plus être en colère et, et à aussi à trouver voilà, cette complétude. Parce que c'est vrai que quand ma famille biologique m'a retrouvée, je me suis sentie apaisée et j'ai même résolu un mystère. Quand j'étais petite, je faisais en permanence le même rêve. Un rêve, voilà, tous les soirs, toutes les nuits, je faisais le même rêve. Et quand j'ai eu la signification de ce rêve, je me suis dit, mais en fait, c'était ça qui me manquait parce que j'ai arrêté de faire. En fait, à partir du moment où j'ai retrouvé mes parents et mes sœurs, mon frère, je n'ai plus fait ce rêve du tout. En fait, c'était un rêve de falaise. J'étais au-dessus de la falaise avec une personne de dos qui s'appelait Tom et à la fin, il y avait un hélicoptère et je me jetais dans l'eau, en fait. Enfin, cette personne se jetait dans l'eau et il y a eu des variantes, enfin, et on me tuait, enfin bref.
Tomber dans la mer, c'est ne plus avoir de repères, de... Effectivement, j'avais plus de racines. On m'a emmené d'un pays à un autre, cet hélicoptère, on m'a emmené d'un pays à un autre. Cette personne qui s'appelle Tom, en fait, c'était le langage. Tom, à l'envers, c'est mot, ça veut dire le langage. J'ai toujours aimé les poèmes et l'écriture. J'avais besoin constamment d'écrire, j'avais besoin de mettre des mots. Mais j'avais pas forcément la signification de toutes ces choses. J'avais besoin de poésie, j'avais besoin de littérature, j'avais besoin de combler ce langage que je n'avais plus parce que le vietnamien, j'avais quelques mots, mais je ne l'ai pas appris et je l'ai oublié. J'ai oublié la langue en fait. Et voilà, j'essaie de reprendre, de réapprendre le vietnamien, mais c'est vrai que ce langage que j'ai perdu, ça m'a bloqué en fait. Ça m'a bloqué une partie de moi. Et aujourd'hui, en fait, toute cette partie en fait liée à mes racines, je l'ai retrouvée. Et au départ, je pensais que voilà les livres qui sont là, les livres du Vietnam, les livres sur la culture vietnamienne, les documentaires, d'être un pas comme les autres au Vietnam, je pensais que Échappée belle au Vietnam, je pensais que ça me suffisait et que ça me suffirait. Et ça me suffisait au départ. Mais aujourd'hui, je me dis que oui, j'ai besoin de renouer aussi avec ma culture. J'ai acheté des livres de cuisine vietnamienne pour pouvoir apprendre voilà, à cuisiner et à maîtriser la cuisine vietnamienne parce que c'est important. C'est important parce que je comprends mieux aussi la manière dont je pense parce que c'est une culture. C'est toutes les années que j'ai passées au Vietnam, c'était là-dedans et les ressentis, la manière de fonctionner, de réfléchir, c'est cette culture-là qu'on m'a apprise en fait. Même si après j'ai on m'a inculqué la culture française, les traditions, la gastronomie française. Tout le Vietnam est resté dans ma tête. J'ai encore les odeurs, les saveurs, j'ai les caramboles dans la bouche, j'ai les litchis, j'ai l'odeur du marché, l'odeur des crevettes séchées, j'ai le vert fluo de rizière, j'ai le ciel de coton rose, j'ai tout ça en tête en fait. J'ai mon jardin qui s'étendait à perte de vue, j'ai les forêts de bambou, j'ai j'ai ces plantes, j'ai les plantes d'acacia que je mangeais. Il y a, il y a tellement de choses que j'ai en tête du Vietnam, de ce que j'ai emmagasiné comme souvenir. Et oui, j'y retournerai dans ce pays, ça c'est sûr. Euh, et ne soyez pas en colère, surtout ne soyez pas en colère contre votre parent adoptif. Vos parents adoptifs, ils l'ont fait parce qu'ils avaient de l'amour à transmettre, ils ont de l'amour à donner. Et soyez reconnaissants, soyez fiers de votre parcours, soyez heureux et plein de gratitude pour la vie que vous avez. Et, euh, et surtout, voilà, soyez, soyez pleinement vous-même, essayez de recoller les morceaux, essayez de vous reconstruire, essayez d'être, d'essayer de résoudre ce petit Tetris. Et, euh, et comme ça, vous serez pleinement vous-même. Vous serez un puzzle complet, un Tetris résolu, oui, c'est le mot. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de retrouver votre famille ou au moins d'avoir des explications sur votre histoire. Et je vous souhaite d'être heureux et heureuse dans votre vie, dans votre futur. Votre, votre adoption, c'est votre histoire. Votre adoption, c'est le début et la fin d'une histoire et le début d'une nouvelle. Donc, c'est à vous aussi d'écrire tout ce que vous avez envie d'écrire. Et c'est important. C'est important d'être fier de vos origines, fier de qui vous êtes aujourd'hui et de tout ce que vous avez pu construire jusqu'à maintenant. À plus tard!